Parfait. Eh bien, comme Simien, peut-être vous pouvez nous donner votre sentiment. Oui, Oui. bah, là, pour le coup, je pense que vous n'allez pas pouvoir nous raconter ce que vous faisiez le 14 juillet 89, hein, à moins que Alors, l'anamnèse d'un enfant de 3 ans. j'en ai pas de souvenir, à vrai dire, évidemment, mais en ayant regardé les rushs de Serge Moati, j'ai appelé mes parents pour savoir quand même à quoi avait ressemblé mon bicentenaire à moi, et j'ai appris que j'avais défilé dans mon village déguisé en sans-culotte, et je m'interroge du coup, est-ce que ma vocation d'historien de la Révolution vient de là ou pas? Voilà, Ah, vive la mission alors. Quel effet heureux. Donc voilà, je ne vais pas dire énormément de choses, tout simplement parce qu'en fait, tous les questionnements qu'on peut se poser autour des rushs de Serge Moati ont déjà été soulignés par Annie, par Patrick Garcia, par Jean-Noël Jeanneney aussi. Donc ce sera peut-être plus des choses, des impressions qui m'ont marqué en regardant ces rushs. Alors la première chose à préciser, mais ça a été précisé dans la discussion, c'est que les rushs qui nous ont été donnés, on n'a pas pu tout voir avec Annie. On a vu vraiment les répétitions du défilé, de reconstitution du défilé d'ouverture des États généraux. Donc, le défilé avait lieu le 4 mai 1989, la reconstitution, et on a à la fois ce défilé qui est filmé par Moati et les répétitions du jour précédent. Donc vraiment ce qu'on a vu est exclusivement centré sur Versailles les 3 et 4 mai 1989. On n'a pas pu... C'est très parcellaire, ça pourrait Voilà. détourner l'attention de l'équilibre des choses. Exactement, et c'est pour ça que du coup j'ai regardé un peu plus attentivement de quoi étaient faites les autres bobines pour me voir si c'était réductible à ça ou non, et j'ai pu voir qu'il y avait énormément d'autres choses. Il y a notamment et effectivement des vidéos où Good présente à l'Élysée son projet sur le 14 juillet. Il y a une interview avec Michel Vauvel d'ailleurs à l'occasion du Congrès mondial, ce qui pousse encore plus loin la mise en abîme puisque l'historien des images qui était soucieux des images est lui-même interviewé par Moati. Donc il y a vraiment énormément de choses. Et puis Patrick Garcia, ça le sait très bien puisqu'il les a cités dans un de ses articles en 1992. Il y a aussi des fois des cérémonies dans des villages. Je pense à un village de la Vienne notamment où Mitterrand avait planté un arbre de la liberté. Donc il y a vraiment... Saint-Gaudin. Oui, c'est ça, exactement. Oui, effectivement. Exactement. Donc il y a des vidéos à Marseille. Enfin, c'est très large et nous, on a une vue assez limitée avec ce qu'on a vu. Donc ce serait intéressant de voir le reste. Je dis comme Annie également pour commencer que quand j'ai vu ces rushs à l'état brut, je me suis dit, bon sang, j'ai envie de voir le documentaire final, les 90 minutes qui ont été tirées de ces 90 heures de rush. Et je l'ai cherché partout, voilà, et je ne l'ai pas trouvé, mais je suis heureux de savoir qu'il est disponible à l'Inatec et qu'il est disponible aux Archives nationales. Je serais vraiment, vraiment très curieux de voir le produit fini à partir qui a pu en être fait. Pour prolonger ce qui a été dit, je pense que l'historien qui aura à utiliser ces rushs-là, effectivement, comme le disait Patrick Garcia, l'utilisera comme une autre source en lui posant les mêmes questions que celles qu'on pose aux autres sources et qu'il sera vraisemblablement amené à croiser ces rushs avec d'autres sources elles-mêmes pour recouper les choses comme on le fait tous les jours quand on est historien. Je tiens à préciser, et c'est pas pour voilà, mettre en avant exagérément la boutique Paris 1 dont je dépends, mais qu'il y a en fait déjà eu un mémoire de maîtrise qui a été fait sur le documentaire de Serge Moati, Journal d'un bicentenaire, en 2004, dirigé par Jean-Clément Martin, un mémoire de maîtrise qui avait été fait par Benjamin Berru, qui s'appelait Journal d'un bicentenaire et qui travaillait à partir, alors j'ai l'impression du produit fini des 90 minutes et non pas des rushs, mais j'ai pas eu le temps de le vérifier. Pardon. Oui. Juste, il y a 2 produits finis, en fait, hein, comme l'a précisé. Okay. Il y a en fait une version longue de 3 heures, donc ce qui rajoute encore une couche supplémentaire pour la sélection. Effectivement. Il y a la version télédiffusée de 1h30. Donc c'est vraiment, on peut vraiment étalonner. Et merci de préciser la mention de ce mémoire de maîtrise. Mais alors là, ça pose la question de l'accessibilité aussi, parce que alors, la consultation des mémoires de maîtrise, j'imagine qu'il est consultable à l'IHRF. Donc, mais sous les combles de la Sorbonne, mais là, on repose. Oui. Celui de 3 heures a été diffusé, je ne me rappelle plus, je sais que celui d'1h30 a été diffusé en décembre. Celui de 3 heures,
il a été fait pourquoi? Il a été diffusé aussi, me semble-t-il, non? Agnès, je ne sais pas. Non, non, en fait, il n'a pas été diffusé, c'est la version, moi ce que je devine, enfin je passe sous ton couvert Agnès, mais ce que je devine, c'est que Serge Moati a fait monter une version d'1 h 30, parce que c'est le format télévisé, voilà, classique, à partir de son documentaire qui durait 3 heures et qui était bien trop long pour être diffusé à la télévision. Qui a été montré, je ne me rappelle plus. J'avais le souvenir de 3 heures, moi, effectivement. Mais vous l'avez vu forcément, peut-être qu'il vous l'a. Je pense que peu de gens ont vu le documentaire de 3 heures pour le coup. C'est possible. Ouais, à mon avis. Je regarde et je vous dis. Bon, en tout cas, vous nous direz ce qu'il en est, vos découvertes à cet égard, si vous voulez bien. Patrick avait levé la main peut-être avant de vous repreniez comme. Oui, bien sûr. Patrick, tu voulais dire quelque chose tout de suite? Non? Patrick est en Non, non, mais je voulais juste faire une remarque incidente sur Versailles, la cérémonie qualifiée, la cérémonie musée Grévin. Il faut quand même, pour se remettre un peu dans l'époque, si la mission avait été à l'origine de ce défilé, ça aurait été une catastrophe. Elle aurait été complètement décriée. Et c'est bien la mairie de Versailles qui en était à l'origine. La mission n'a pas fait de spectacle avec reconstitution, ça n'aurait pas été soutenable. Et je crois que ça, c'est important de se rappeler. Dès qu'on quitte Paris, en fait, qu'on quitte la scène parisienne, en allant à Versailles, on peut se permettre des choses qu'on n'aurait pas pu se permettre sur les champs. Je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Mais j'ai vu le maire quand même d'Amiens plusieurs fois, mais c'est vrai que c'était sa responsabilité à lui. Jamais autant, pour tout dire, jamais autant, compte tenu de la nature du défilé. Le maire de Versailles qui, du coup, avait invité parmi les officiels de la cérémonie le comte de Paris, qui était là dans la tribune officielle, qui est interviewé par Serge Moati, d'ailleurs, à cette occasion, et qui explique la raison de sa présence. Mais il y aurait des... Le père, enfin le vrai comte, parce que son fils était venu me voir, m'expliquer qu'il n'aimait pas son père et qu'il voulait pouvoir marquer à quel point il aimait la Révolution. Alors, je ne connais pas assez bien la famille en question, mais la personne est âgée quand même. Je crois que c'est le père. Le père, le comte de Paris, à proprement parler. Mais ceci étant... Celui qui a déshérité ses enfants, par ailleurs. Oui, c'est ça. Il déshéritera. Vraiment. Mais chez les Orléans, vous savez, le rapport à la Révolution, c'est compliqué. Hein. Oui. Parfois... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a rien qu'autour de cette cérémonie de Versailles, il y a déjà beaucoup de choses à tirer. Il y a des choses à tirer parce que, par exemple, effectivement, François Mitterrand revient le 20 juin dans la salle du Jeu de Paume pour son grand discours de l'année 89. Mais en réalité, du coup, si je comprends bien la teneur de la discussion, et ça, je ne le savais pas en regardant les rushs, je me suis interrogé sur le fait qu'on est dans une reconstitution qui se veut historique et qui commémore au jour près ce qui s'est passé le 4 mai 89, avec les 3 ordres qui défilent chacun avec leurs vêtements, etc. Et à un moment, on apprend, parce que Moati filme un des figurants, que le serment du Jeu de Paume va lui-même être reconstitué en réalité. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que là, du coup, on n'est pas du tout à la date anniversaire. Mais en fait, finalement, la mairie de Versailles a organisé ses temps forts à elle en un seul moment, manifestement, passant par-dessus la commémoration du 20 juin par le président Mitterrand. Enfin, il filme notamment Moati, un des figurants qui doit jouer un des 3 personnages. En fait, il reconstitue le tableau de David et il interroge une personne qui habite dans une commune voisine et qui a été là, qui est un bénévole, un amateur qui n'est pas comédien et qui a répété pendant 2 mois pour reconstituer le tableau de David du 20 juin. Donc manifestement, la mairie de Versailles a quand même organisé son contre 20 juin quelque part à une date différente de celle de Mitterrand. Voilà. Mais ceci étant dit, voilà, moi, alors pour continuer sur les questions qui me sont venues en le regardant, alors j'ai appris des choses, par exemple que tous ces gardes, parce que les officiers, enfin les forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité étaient tous déguisés en gardes françaises, et c'était tous des jeunes qui faisaient leur service militaire, comme Annie l'a dit, et je me suis dit, tiens, voilà une drôle de façon de faire son service militaire en 1989, on était déguisés en garde du roi dans les rues de Versailles, en costume d'époque, sous un soleil de plomb. Mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Effectivement, en le regardant, je me suis dit, mais Patrick en a parlé tout à l'heure, ça nous dit quelque chose sur
les cérémonies officielles, ce qu'on a choisi de faire, comment on a choisi de le faire. Mais plus encore, mais ça c'est le regard particulier de Moatti, il m'a semblé que c'était intéressant, on voyait les choses du côté des spectateurs. On voyait en quelque part les à côté de la commémoration. On est à beaucoup de moments de l'autre côté de la barrière, ce qu'on ne verrait pas forcément dans un documentaire officiel. Et il me semble que dans tout un travail qui, bon, là, il y a des spécialistes ici, donc évidemment toutes ces choses ont déjà été creusées, mais sur la manière dont ce bicentenaire a été vécu, dont il a pu être approprié, parce que Moatti leur demande souvent, mais qu'est-ce que vous faites là en fait? Pourquoi êtes-vous ici? Et les gens répondent, est-ce que vous êtes là pour la Révolution? Est-ce que vous êtes là pour autre chose? On apprend que beaucoup sont là simplement pour la fête. Ils sont venus, il y avait un spectacle, ils sont venus. Et puis, il y en a d'autres qui sont là pour la Révolution et qui viennent de loin, qui sont habillés en sans-culottes, qui ont des bretelles bleu, blanc, rouge, qui ont un pantalon de sans-culotte, qui ont un t-shirt avec le bicentenaire et qui sont capables de tenir des discours construits sur la Révolution. Donc, moi, ça m'a vraiment semblé intéressant, cette possibilité à 30 ans d'écart de pouvoir se situer. Alors, bien sûr qu'il y a des biais, comme toutes les sources. C'est pas, le discours, il est forcément aussi construit en fonction de... Annie parlait de l'étudiante qui a été voir la Révolution, le bicentenaire de la Révolution américaine. Elle commence en disant à Moatti qu'elle l'a reconnu. Donc, évidemment, ce qu'elle dit à Moatti dépend aussi du fait qu'elle a conscience de parler à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, déjà. Mais ça permet quand même, à 30 ans d'écart, de se situer du côté aussi des gens qui ont assisté à ça et de voir les choses. Et là, de fait, quand même, je dois constater, comme Annie aussi, que le documentaire nous apprend beaucoup de choses sur le manque de connaissances des gens sur la Révolution française. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, ou qui ne savent pas trop, qui sont un peu, parfois un peu perdus. Ils sont là pour le spectacle, mais quand on les interroge, ils ne sont pas bien capables de dire ce que c'était la Révolution, ce qui s'est passé, etc. On est en mai, on est en décembre, ils savent absolument tout sur le bout du doigt. Oui, mais je suis d'accord. Et justement, ça me fait penser... le contrat qu'on avait passé avec Moatti, c'est que précisément, il braque sa caméra sur le public, c'est-à-dire qu'on n'est pas quelque chose d'officiel qui nous montre en train de faire du discours. Et c'est toute la richesse de la chose. Mais j'approuve parfaitement ce que vous dites. Sans doute qu'en décembre 89, ça aurait plus été le cas. Et il me semble que du coup, ça se met, ou moins le cas. En tout cas, ça se met en écho avec la manière aussi, il me semble, dont la mission du bicentenaire et dont le président Mitterrand avait appréhendé les choses aussi comme une commémoration qui pouvait faire office de pédagogie civique et politique, etc. Et là, manifestement, il y avait un écart à combler parce que pour un certain nombre de personnes, il y avait des lacunes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'autre chose qui m'a marqué et qui me semble pourrait être interrogée en historien, alors en fait il y a deux autres choses, mais qui sont beaucoup des choses pour des historiens du temps présent, et Jean-Noël Jeanneney, vous l'avez évoqué, ce documentaire nous dit beaucoup de choses sur la société française en 1989 en réalité. Et c'est en ça qu'il est riche et qu'il est extrêmement intéressant. Mais moi, il y a un point vraiment qui m'a interrogé, mais j'apprends donc que c'est biaisé, mais pas complètement en réalité, c'est le choix de la reconstitution costumée. Vous dites, c'est spécifique à Versailles, c'est côté musée Grévin. Mais si je vois ce qui s'est passé à Saint-Gaudens, où il y a eu plantation d'arbres de la liberté, j'apprends que les enfants qui ont fait des discours sur ce qui s'était passé ou qui ont chanté, etc., étaient eux aussi déguisés. J'apprends que de mes parents que moi aussi j'étais déguisé. Et cette présence de la reconstitution, et Patrick Garcia a dit tout à l'heure que s'il y a un moment où ça s'est soulevé, ces choses-là aussi en 89, m'ont fait penser au grand débat des historiens de l'époque, et qui était de dire la Révolution est-elle terminée ou n'est-elle pas terminée. Et je pensais à ça en regardant tous ces gens qui rejouaient la Révolution, et je me suis dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle est simplement folklorisée, ce qui est une façon de la terminer? Est-ce qu'on la rejoue et en même temps on la ramène? Et il y a des interrogations qui rejoignent aussi ici celles classiques de François Hartog, qui disait, voilà, 89, on est dans un moment de crise des temps, le bicentenaire marque bien cette préoccupation de la commémoration, de la patrimonialisation, etc. Et en même temps, dans ce rapport au temps qui est en train de changer, voilà, il y a cette façon de célébrer la Révolution en costume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pur folklore qui est une façon
de l'achever et de la laisser dans le passé. Est-ce que pour d'autres, c'est autre chose? En tout cas, je me suis demandé, je n'ai pas creusé, est-ce qu'en 1939, mais là j'ai vraiment des doutes en 39, est-ce qu'en 1889, on avait utilisé le déguisement d'époque également? Et ça, j'ai pas de réponse. Oui. Voilà. La réponse est oui. Mais c'est la question de savoir si on mime ou qu'on ne mime pas. Si on mime ou bien on exprime autre chose qui reste. Il faut faire une distinction, si vous permettez, entre ce qui s'est passé à Versailles, ce que j'appelle musée Grévin, et ce qui se passait quand vous étiez habillé en adorable petit. J'ai vu ça effectivement partout. C'était une façon de faire la fête. J'ai vu ça, par exemple, des gens danser habillés comme ça sur le pont du bicentenaire à Firminy, inauguré par Lucien Neuwirth. Il y a beaucoup d'exemples du même genre. Là, c'était quelque chose qui était officiel ou semi-officiel, qui était en tout cas municipal. Et on a choisi cette forme qui était celle de… En 89, c'était soit ce type de reconstitution, ou même soit l'expression métaphorique de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des sociétaires de la Comédie Française habillés, comme supposément à l'époque, circulant sur des chars. Ça s'est passé aussi à Valmy en 1892, pour exprimer cela. Donc cette distinction, vous voyez ce que je veux dire, n'est pas la même chose que cette espèce de folklorisation qui a eu lieu évidemment et qui était d'ailleurs sympathique et qui a pu marquer les esprits. Et d'autre part, la décision à un moment donné de donner à la fête officielle cet aspect particulier de la grévinisation. Voilà ce que je veux dire. Sur cette affaire de reconstitution, quand même, ce qui me frappe, c'est qu'en règle générale, dans les cérémonies officielles impliquant le président de la République en France, on n'organise pas de reconstitution, en tout cas quand c'est un événement organisé par l'État. Voilà. Ça a pu se passer pour Hollande, pour le défilé des maquisards, l'anniversaire des maquisards là, dans le Jura. L'anniversaire du défilé des maquisards dans le Jura le 11 novembre 1942, je crois que c'est ça la date, ou 43, mais ça ne se fait pas, on n'a pas ça. C'est quasiment un interdit parce qu'on a peur qu'en définitive ce soit dévalorisant, que ça prête à sarcasme. Oui. Par contre, les reconstitutions, elles ont lieu dans d'autres cadres. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Des commémorations du type Yorktown en France, Jean-Noël Jeannet, mais c'est quasiment impossible. Ça ne marcherait pas. En tant qu'officiel, en tant que cérémonie d'État. Williamsburg ou Yorktown, c'est ce que nous n'avons pas voulu faire. Voilà. Ouais. Et n'oublions pas aussi, pardon Patrick, mais je pense que peut-être tu sais ce que tu allais dire, mais que 1989, on parle bien sûr de la mairie de Versailles et de cette espèce de, non pas d'anti-commémoration, mais enfin de commémoration parallèle, c'est l'année de lancement du Puy du Fou. Je veux dire, donc il y a ce qui peut être considéré comme un Jean-Noël, je pense que vous ne me contredirez pas, mais comme pour le coup, comme l'organisation d'un contre-bicentenaire. Vous ne prenez pas de risque en disant ça. Voilà, et qui dure comme on le sait, mais il ne faut pas oublier que ça a été lancé en 89 et que là, Patrick évoquait les travaux de Marilyn Crivello. Plus globalement, c'est ce moment qui est pour le coup du reenactment historique, qui est une grande tradition britannique. Il y a 800 sociétés de reenactment historique depuis l'entre-deux-guerres en Grande-Bretagne. Donc, et a fortiori aussi un peu aux États-Unis ou en Afrique du Sud, mais avec cette histoire de participation populaire, on rejoue, etc. Donc ça, c'est vraiment le moment 89 pour ça est très intéressant, c'est absolument passionnant, et d'ailleurs, y compris d'ailleurs, pas que sur l'aspect historique de ce rejeu. Je pense notamment, il y a une très belle étude qui est en ligne de François Gannot sur la marche des Milles, et sur le fait que la marche des Milles pendant le défilé de gouttes, c'est aussi très lié au revivalisme folklorique régionaliste, là sur toutes les musiques locales. Il y a une étude ethnographique qu'il a fait là-dessus, auquel je vous renvoie. Voilà. Et puis plus globalement aux travaux de Marilyn. Qui est cet auteur? C'est un archiviste à l'origine, François Gannot, mais il est ethnographe. Comment s'appelle-t-il? François Gassenot. Ah oui. Mais effectivement, c'était ce qu'on a souhaité avec les Milles, effectivement, qui sont venus on a fait jouer des tambours qui n'avaient jamais joué dans un ensemble symphonique avec la world music. C'est un des éléments fondamentaux de ce que nous avons souhaité faire avec Good. Mais il a fait une étude
oui, lui, il travaille sur les musiques populaires et il a fait une étude de la marche des 1000. Enfin, il y a 150 pages qui sont en fait une édition numérique qu'on trouve sur le carnet du laïc, le laboratoire d'histoire et d'anthropologie du patrimoine. Bref, pardon. Mais voilà, moi, ça me semble très important de mettre le Puy du Fou parce qu'évidemment, tout ça, dans le présentisme politique de l'instrumentalisation du passé, c'est quand même voilà, on sait ce que ça a donné, enfin, puisque maintenant même le Puy du Fou s'est exporté à Tolède. C'était exactement au Puy du Fou que je pensais en regardant les images de Versailles, à vrai dire, le 4 mai. Ça donne vraiment cette impression-là. C'est très joué et voilà. Mais alors, le choix du costume m'a semblé être intéressant à questionner et de la représentation. Le fait du coup de faire son 20 juin le 4 mai, mais parce que le 20 juin était occupé par une date présidentielle, donc voilà. Et cette possibilité inédite, et là vraiment, je pense qu'il sera très important de regarder les rushs qui montrent la province également, d'être même avec énormément de biais, d'être du côté des spectateurs, du côté enfin voilà, la côté de la cérémonie officielle quelque part. C'était notre contrat, encore une fois, c'était notre volonté. Oui, oui. Et ça c'est très bien. Et avec ces questions de Serge Moati qui sont d'autant plus importantes qu'en fait, elles reviennent de manière récurrente d'un interviewé à l'autre. Que faites-vous ici et que pensez-vous de la Révolution? Du coup, ça permet de faire une enquête qui, potentiellement, alors à croiser avec d'autres sources, encore une fois, hein, mais sur, à un moment donné, une sorte de flash dans un contexte très particulier où quand même, ça fait quelques années que les publications ont enflé sur la Révolution, qu'on en parle à la radio, à la télé, etc. Mais du rapport à la Révolution qui peut être assez décevant du point de vue d'un historien en se rendant compte qu'en début mai 89 encore, beaucoup ne savent pas grand-chose. Voilà. Il faudrait, si vous permettez, à cet égard, se demander ce que la génération qui avait 20 ans a connu de la Révolution. Parce qu'en regardant de près les programmes scolaires, il y a eu un moment donné de vide, de creux. Nous, on avait appris 4 fois dans ma génération la Révolution française, si on ajoute la cagne. En tout cas, 3 fois dans le secondaire. Alors que là, il faudrait regarder de près, il y a un moment donné, après ça a été corrigé, on a très peu enseigné la Révolution à l'école. Prévoir. Non, franchement, là, je suis pas sûr que. Bon, je suis partie de la génération qui l'a vu plusieurs fois, la Révolution française. Elle est toujours enseignée. Hein. Bon, il y a moins de place, mais je crois que quand on fait des entretiens, moi j'en ai fait beaucoup sur que pensez-vous de la Révolution française. Hein, j'en ai fait à la sortie du Forum de la Révolution au Centre Georges Pompidou. On avait fait une enquête nationale l'année d'avant, avec là aussi une centaine d'entretiens. En fait, ce qui ressort de la Révolution française, c'est pas, on n'a pas un récit de la Révolution française qui est corrélé à un niveau d'instruction, on a un récit de la Révolution française qui est corrélé à la perception qu'on a du changement social. C'est-à-dire, c'est tout de suite un récit qui est extrêmement politisé, qui va donner une certaine vision que l'on a du changement des sociétés. Et on peut avoir un long discours sur la Révolution française et n'en connaître rien, hein, au sens historien du terme, ou bien avoir peu de choses à dire en ayant beaucoup d'éléments factuels. Hein. Je me rappelle, moi, il y avait un entretien qui m'avait frappé avec un immigré espagnol qui ne connaissait rien à la Révolution française, qu'on a parlé pendant une demi-heure. Hein, et son thème, c'était que la Révolution française avait dû être très pacifique, hein, puisqu'elle avait réussi. Dans la mesure où, lui, son souvenir, c'était la Révolution espagnole qui avait échoué parce qu'elle était violente. C'était en tout cas la lecture qu'il en avait. Hein. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Évidemment, c'est très décevant d'un point de vue historien, mais il ne faut pas se tromper. Moi, j'étais assez amusé de voir les collègues avoir le sentiment qu'ils allaient faire court à toute la France, mais sans se poser la question de ce que faisaient les gens quand ils étaient là. Est-ce qu'ils étaient vraiment venus pour le cours d'histoire ou est-ce qu'ils étaient venus pour autre chose, hein? Et bon, je ne veux pas dire que la question de la connaissance historique soit quelque chose de négligeable au sens historien du terme, mais les commémorations, c'est quand même autre chose que des cours d'histoire. Hein. Les historiens ont du mal parfois à le percevoir. C'est quelque chose de tout à fait... on est dans un fait social.
Bien sûr, c'est à l'enseignement d'enseigner la Révolution. Ça n'était pas à la commémoration. Elle avait à créer des aiguillons, à organiser la curiosité, à marquer des choix politiques, des conséquences d'ensemble. Mais non pas, Patrick a raison, d'enseigner. On enseigne à l'école, en gros, éventuellement en famille. En famille, beaucoup. On enseignait en famille, beaucoup.